Le chasseur devient chassé, le symbole de la vertu, un instrument du pouvoir. Et tout cela arrive au moment précis où les piliers du narratif anti-Trump s'effondrent les uns après les autres. Smith est désormais le visage d'un système qui s'écroule sous son propre poids. Le 6 janvier 2021, jour de rupture, jour d'histoire, mais à mesure que les années passent, le mythe s'effrite. Un rapport interne resté caché pendant 4 ans révèle que 274 agents du FBI étaient présents au Capitole, certains en uniforme, d'autres en civil, et plusieurs d'entre eux affirment aujourd'hui avoir été utilisés comme pions politiques. Des agents internes parlent d'un FBI divisé, des agents craignant que l'institution soit devenue un outil de pouvoir plutôt qu'un rempart contre les abus. Et au cœur de cette journée, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, informée du risque d'émeute, à qui Trump avait proposé jusqu'à 10 000 soldats de la garde nationale, proposition refusée. Pourquoi? Parce qu'un Capitole calme ne servait pas le narratif du chaos, et sans chaos, pas de prétexte pour criminaliser Trump et ses partisans. Tout semble penser que cette journée n'était pas seulement un débordement, mais une orchestration, un scénario politique parfaitement huilé. James Comey, ancien directeur du FBI, celui qui avait déclenché la première tempête contre Trump avec l'affaire du Russia Gate, le champion autoproclamé de la transparence. Aujourd'hui, il fait face à un acte d'accusation pour parjure, obstruction à la justice et destruction de preuves. Les documents judiciaires parlent de coordination illégale avec des responsables politiques, des dossiers montés de toutes pièces, des rapports manipulés. Ceux qui l'ont protégé pendant des années se taisent, mais dans les couloirs du pouvoir, une phrase revient. Le masque est tombé. L'homme qui a accusé Trump d'avoir trahi la Constitution est aujourd'hui accusé d'avoir trahi le peuple américain. Ironie, justice ou retour du bâton. Appelez cela comme vous voulez, mais une chose est sûre, les fondations du FBI ne tremblent plus, elles s'effondrent. John Bolton, le stratège du chaos, l'homme qui défendait les guerres préventives au nom de la sécurité nationale, l'ancien conseiller à la sécurité de Trump devenu son plus grand ennemi. Il plaidait pour la poursuite de Julian Assange, Edward Snowden et Chelsea Manning au nom de la loi sur l'espionnage. Il réclamait des sanctions exemplaires contre ceux qui mettent en danger la sécurité de l'État. Aujourd'hui, c'est lui qui tombe sous la même loi. 18 chefs d'inculpation, 8 transmissions d'informations classifiées, 10 pour rétention illégale de documents de défense nationale. Le FBI a perquisitionné son domicile du Maryland. Résultat, des documents top secrets, des clés USB, des ordinateurs personnels remplis de données classifiées. Celui qui voulait faire enfermer les lanceurs d'alerte est devenu l'accusé. Celui qui prêchait la rigueur a violé ses propres principes. Une ironie parfaite. Et un symbole, le système dévore ses créatures. Il vient de se rendre à la justice, se déclarant non coupable. Observons la suite. Imaginez un scénario comme ça que je livre à nos auditeurs, alors que c'est de la politique fiction, mais après tout, ça nous intéresse aussi, la politique Oui. fiction. S'il n'y avait pas de politique fiction, il n'y aurait pas de bistrot. Donc faisons-en un petit peu, Ouais. vous voulez bien. Ouais. Il y a un budget adopté par une voie ou une autre, peu importe. Les municipales arrivent. Et puis, pour une raison que j'ignore, on décide que finalement ça va plus du tout, c'est la grande crise, le peuple est dans la rue parce qu'il n'en peut plus. Et Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale en juillet, comme la dernière fois. L'Assemblée nationale nouvellement élue est donc protégée pendant 1 an, jusqu'en juillet 2027. Autrement dit, le président nouvellement élu en 2027 ne pourrait pas dissoudre l'Assemblée nationale avant quelques mois, et plus vous retardez la date de dissolution, et plus le futur président est émerlié, car le président nouvellement élu ne peut pas, n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, qui est protégée pendant 1 an au moins, à partir de son installation, c'est même pas de la dissolution. Oui. Donc plus la dissolution tarde, et plus on a, en tout cas si la date de dissolution dépasse la date de l'élection présidentielle prévue à son terme normal, ça entravera les mains du nouveau président de la République pour quelques mois et quelques temps. Et comme on sait qu'il faut démarrer les choses très très vite quand on est dans un mandat politique, parce que le temps est extrêmement court, ça pourrait nous plonger là pour le coup dans un vrai désordre. Donc c'est pour ça que je plaide pour que comment dire, le président Macron doit partir, c'est terminé, il n'est plus en situation de gouverner, même s'il a le droit de le faire parce que l'élection lui a conféré. La réalité, c'est qu'il ne gouverne plus rien, qu'il n'est plus en situation de gouverner, donc il doit s'en aller. Il ne veut pas, il faut que le Parlement le fasse partir. Comment fait-on? Ben On oui. censure les premiers ministres les uns après les autres, tous les 2 jours si c'est nécessaire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Premier ministre. Et là, même après Sébastien Lecornu, s'il était censuré, dites-moi qui va y aller maintenant.
Ah oui, La oui, mécanique, c'est sûr. voilà. Donc la mécanique est assez simple. Alors on me dit: «Oui, mais il a une mentalité de bunkérisé, il est solide psychologiquement» et cetera. Enfin, il y a un moment où la réalité finit quand même par frapper à la porte. Ne surestimons pas les capacités d'enfermement sur soi et de fermeture, tous azimuts, d'un chef de l'État qui serait complètement isolé, devenu seul au monde, dans un palais de l'Élysée qui serait plus qu'un bunker et Mmh. pas autre chose que ça. Ça ne tient pas. Donc c'est Mmh. pour ça que la responsabilité de l'Assemblée nationale ici elle est très, très importante. Plus on maintient le gouvernement en place, plus on augmente les chances, ou plutôt le risque, que le président de la République arrive à la fin de son mandat. En plus, quand on demande à l'intelligence artificielle ce qu'est Wikipédia, bah, une encyclopédie libre et collaborative, rédigée par des bénévoles du monde entier. Elle s'appuie sur le principe de neutralité et la vérifiabilité des informations, avec des sources citées pour chaque affirmation. Accessible gratuitement, elle est l'une des références les plus consultées pour obtenir rapidement des informations sur presque tous les sujets. Alors, quand j'ai demandé à ce moment-là, parce que j'aime bien même l'IA à poser des questions un petit peu qui titillent, est-ce que Wikipédia est vraiment neutre? Elle me répond: si elle revendique la neutralité, les articles reflètent parfois les biais et choix des contributeurs, surtout, Bah surtout tiens, sur des sujets controversés. Elle m'a dit aussi que certaines pages peuvent même être temporairement bloquées pour éviter les conflits d'édition. Alors là, j'ai dit temporairement, parce que dans notre cas, ça fait des années que c'est le cas. ouais, c'est le temporaire qui dure. Donc on aimerait bien que ça change. Donc on ouvre la porte. On tend pas Alors, l'autre joue, c'est pas ça, mais on ouvre la porte pour que modification soit faite. vous dites sourcer. Vous parlez de sources là, donc ChatGPT vous dit voilà, ces articles sont sourcés, les informations sont sourcées. Alors, en droit, on connaît très très bien la question de la source. La source matérielle, la source intellectuelle. On distingue bien les deux, mais quand vous allez chercher une source intellectuelle, vous allez en droit, vous allez chercher des décisions de justice, des articles de doctrine, c'est-à-dire des articles rédigés par des professeurs de droit ou des juristes, juristes confirmés ou non, mais des articles qui sont rédigés par des gens qui s'y connaissent. C'est le problème de l'expertise. On ne peut pas faire une encyclopédie sur la base de sources qui ne sont pas en adéquation avec l'article qu'on rédige. Je ne peux pas écrire, et ça pourtant je le lis sur plein de sites, je ne peux pas écrire des bêtises que je source. C'est pas parce que ma bêtise est sourcée qu'elle devient une vérité. Et le problème de la source, c'est un problème fondamental. Et c'est ça qui fait que Wikipédia patine et patinera toujours tant qu'elle n'arrêtera pas de considérer comme une source ce que dit mon cousin Dédé, qui ne connaît absolument rien au droit de la presse et qui pourtant a écrit telle chose sur tel site internet et qui est reprise par Wikipédia, par un contributeur de Wikipédia. C'est une catastrophe ce système. Ce système de sources qui s'emboîtent les unes dans les autres, c'est une catastrophe. Une bonne source, c'est une source qui rattache à un fait réel, qui est vérifiable concrètement, pas quelque chose qui dit que. Et vérifiable concrètement, ça veut dire vraiment qu'on peut en faire l'expérience. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais très souvent, aujourd'hui, quand on parle d'être spirituel, on dissocie la spiritualité de Dieu. Voilà. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'on n'ancre pas cette pratique telle qu'elle soit dans, dans une lignée. Elle n'est pas reliée à une historique. Elle sort un petit peu de n'importe où. Et on dissocie donc une pratique spirituelle de Dieu. C'est ce qui se passe dans le New Age. Vous entendrez beaucoup de personnes qui sont dans ce mouvement, de manière consciente ou inconsciente, qui vont vous dire « Ah ben moi, je suis très spirituelle, mais je ne crois pas en Dieu. » Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'est juste pas possible. Dans le sens où, en fait, la spiritualité, elle tend à offrir une opportunité de grandir de quelque chose qui est au-dessus de soi. D'accord? Donc, de supposer qu'il y a quelque chose de bien plus grand. Et ne pas se relier à ce quelque chose de grand, c'est se relier à rien, tout simplement. Ou se relier tout simplement aussi à un soi qui supplante à une forme, à ce qui est supérieur. Et on finit par être son propre Dieu. Voilà. Alors ça,
On le voit beaucoup en ce moment. Et je pense que c'est aussi important de se rendre compte que c'est un réel danger. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on se déracine de quelque chose qui est profondément ancré en soi et que l'on considère que, bah, on est relié à rien et qu'on est son propre Dieu, bah, ma foi, ça, c'est la porte ouverte à l'ego. C'est la porte ouverte à, des interprétations qui sont juste, par rapport à son propre prisme, alors que lorsque l'on côtoie la vraie spiritualité, bah, c'est quelque chose qui est au-dessus. Ça nous pousse à une réflexion autre, de nos limites. On dépasse nos propres limites et on accepte qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a, des vecteurs auxquels on n'a pas forcément accès, mais on accepte donc du coup que, bah, cette réalité autre peut prendre le relais. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça le processus créateur. Quand on est véritablement dans la spiritualité, c'est une co-création avec le divin. Mais pour ça, il faut le reconnaître. Voilà. Et c'est extrêmement important de dire que, ben oui, il y a Dieu à l'intérieur de nous, d'abord, hein, codé dans toutes nos cellules, et qu'il y a Dieu forcément aussi à l'extérieur, puisque nous sommes finalement, c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand qui se retrouvent. Donc c'est extrêmement important. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, collectivement parlant, on voit bien qu'il y a un éveil. Il y a quelqu'un de l'équipe qui nous dit allez mesurer les blocs en H. Donc on va le mesurer et puis c'est une séquence que je fais qui est un peu off et que j'ai montré dans BAM, que je remonte dans Retour sur BAM. Je franchis la corde, voilà, il ne faut pas le faire, mais à un moment, on a envie, il est en super bon état ce bloc, on a envie d'aller le mesurer, donc le garde est loin, j'y vais, clac, je mets le laser, le mesureur laser, et là je vois que ça fait 30 cm, et puis je mesure, je mets mon téléphone que je plaque sur le haut, je mets le laser en bas, et puis la caméra, il zoome dessus, c'est drôle, la séquence, moi je la trouve magique, il zoome dessus, et poum, 1 mètre. Incroyable, le bloc fait 1 mètre pile, donc on mesure les autres et tout, et on voit que ça aussi, et il y en a qui sont très abîmés, hein. Donc c'est difficile aussi d'aller mesurer des roches qui sont très abîmées. Il y en a qui ont été dans la terre, moins d'humidité, etc., qui ont été moins abîmés que les autres. Mais on trouve le travail de 2 chercheurs, 2 archéologues allemands qui s'appellent Stübel et Hull en 1892, qui eux sont venus là. Ils ont mesuré les blocs et tout, ils ont consigné, ils ont fait des dessins, des planches, ils ont répertorié toutes les formes et tout. Ils étaient très impressionnés par l'architecture, et puis ils donnent les mesures des blocs. Voilà, 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur, 22 cm, etc. Mais ils restent là, parce qu'à ce moment-là, ils mesurent et tout, puis il n'y a que des cinglés comme nous, on va dire, tiens, mais 1 mètre, mais pourquoi 1 mètre, comment ça se fait? Comment tu veux trouver la présence du mètre sur un site qui daterait du 5e au 9e siècle, on ne sait pas à quel moment ça a été fait, alors que le mètre a été déterminé en 1795. Donc tu mesures, et puis voilà, c'est comme si tu mesurais Lascaux et tu dis, ah les gars, ça fait 8 mètres de long. Ouais, c'est-à-dire, c'est pourquoi ils ont utilisé cette mesure là, à ce moment-là, quoi. Eux, ils étaient dans le système métrique, les Allemands, donc ils mesurent en mètres. Voilà, puis ils te donnent les dimensions, parce que de toute façon, en archéologie, on mesure tous les objets, on te donne la longueur, la largeur, le diamètre, etc. C'est normal. Et ils consignent et ils passent à autre chose. Et d'ailleurs, la preuve que leurs mesures sont objectives, c'est qu'ils mesurent 4 blocs. Donc la hauteur, la largeur. Il y a même un bloc où la mesure n'est pas donnée, le mètre de largeur n'est pas donné, c'est 20 cm, etc. Et tu as juste à additionner les 4 mesures et hop, tu vas tomber sur 1 mètre pile. Et je dis la preuve qu'ils sont objectifs, c'est qu'ils cherchaient absolument pas le mètre, ils n'ont tiré aucune conclusion de ça. Ils ont simplement répertorié, ils se sont intéressés à l'art de ces bâtisseurs. Et ça pose problème. Tu vois, cette histoire du mètre qu'on a abordé dans BAM et dans Retour sur BAM, il n'y a pas que là qu'on le trouve. Il y a d'autres endroits. Je ne vais pas refaire Ici, je vais inviter les gens à aller voir BAM. On trouve aussi le mètre à Barabar. Hein, on va aller voir Barabar. Donc ça, c'est quand même particulier. Et puis, il y a des endroits au Pérou, Quentin Leplat, il a vu justement au Coricancha. Pareil, on retrouve ça. Donc, ça, c'est un indice de plus qui vient là-dedans. Mais déjà, ça rend le site assez spectaculaire. Parce que ça fait un peu beaucoup, quoi.